Bonjour à tous, je suis Christelle Gary de l'Institut de la parentalité et je vous retrouve pour ce nouveau numéro de Pause Parents. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagnée de Pauline Rigaud, qui est neuropsychologue à l'Institut de la parentalité de Paris-Sénart. Bonjour Pauline. Bonjour Christelle. Alors, je suis ravie qu'on puisse échanger aujourd'hui pour 30 minutes sur une question qui, pour certains parents, est déterminante, la période du Terrible Two. Alors, qu'est-ce que c'est le Terrible Two ? Alors le Terrible Two, c'est un peu presque un passage obligé dans le développement de l'enfant, comme son nom l'indique. C'est une période aux alentours de 2 ans où les émotions sont vives, les colères sont vives et l'enfant qui était tout mignon, tout gentil, qui acceptait tout, commence à devenir un petit peu plus opposant. À peu Et près. alors, comment je repère justement le début de cette période ? Est-ce qu'il y a des signes ? Oui, il y a des signes. Il n'y a pas d'âge stable, mais il y a des signes. Souvent, c'est les premiers non. C'est quand nos petits choux commencent à dire non, je ne suis pas d'accord. Et donc ça, c'est un petit peu l'entrée dans cette période-là. Ou quand vous voyez aussi que les émotions commencent à être vraiment plus intenses. C'est-à-dire que là où l'enfant se calmait assez facilement avec un câlin, un bisou, une parole, et ben là, les émotions prennent une ampleur très importante et ils n'arrivent plus à se calmer, ce qu'on appelle un peu des crises en fait. D'accord. Et alors, donc, je vais repérer par ce nom qui va devenir très répétitif et donc cet enfant qui est un petit peu débordé. Combien de temps ça dure ? Est-ce qu'on peut rassurer les parents et tu peux me dire quand est-ce que ce sera terminé ? Oui, alors j'ai malheureusement pas la réponse ultime parce que déjà le début est un peu flou, donc la fin est floue également, comme tout chez les enfants en période de développement. Ça commence en général aux alentours de 18 mois, 2 ans, mais il y a déjà des enfants D'accord. à 14 mois qui commencent un peu à s'affirmer. Et il n'y a pas vraiment de date de fin. On va plutôt avoir des moments où les situations sont plus apaisées pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et puis, de nouveau, quelques semaines où l'enfant reprend des émotions hyper intenses, etc. Voilà, je n'ai pas de réponse, mais par contre, ça passe. Sachez-le, ça passe. Alors, bon, si ça passe déjà, c'est une très bonne nouvelle. Comment, moi, en tant que parent, je peux accompagner mon enfant pour faire en sorte que ces temps, qui puissent être des temps peut-être de crise, ces temps de difficulté pour l'enfant, puissent être plus apaisés? Alors, c'est un vaste sujet. Il y a plein de choses à faire. La première chose, je dirais, c'est d'être informé, de savoir ce qui se passe à ce moment-là pour l'enfant. Parce que c'est rassurant en tant que parent de se dire, OK, je sais pourquoi ça se passe, je le vois venir, je sais ce qu'il va se passer et donc je suis capable d'anticiper. Donc, avoir des informations sur le développement de l'enfant, sur le fait que c'est normal, que cette période est normale dans le développement de l'enfant et qu'elle est importante. C'est le moment où l'enfant s'affirme, il découvre qu'il a une identité qui lui est propre, il découvre qu'il peut faire des choix, qu'il peut être entendu et qu'il a la capacité de s'opposer à l'adulte. C'est toute une construction identitaire en fait. Donc, déjà, essayer de percevoir cette période comme un grand bond en avant dans l'évolution de notre enfant et dans le fait qu'il va gagner en autonomie et en personnalité. Déjà, ça, c'est rassurant parce que ce n'est pas anormal, ce n'est pas quelque chose de pathologique. Il ne faut pas s'inquiéter à chaque fois que l'enfant déborde. Déjà, ça, je pense que c'est assez rassurant en tant que parent. Mais alors, Pauline, moi, si j'ai, par exemple, un enfant, il pleut des cordes, je dois l'amener à la crèche et il veut absolument mettre ses sandales, comment je m'en sors pour justement éviter ce débordement ? Ouais. Alors, il y a plein de réponses possibles, autant que de parents-enfants. Déjà, la première chose à savoir, c'est que quand l'enfant commence à s'opposer, forcément, tout prend plus de temps. C'est-à-dire que votre organisation millimétrée, où vous aviez un timing bien réglé pour partir chez la nounou ou à la crèche, bon, il va falloir le revoir, ce timing. Il va falloir prévoir plus de temps parce que vous savez que vous allez avoir un temps entre guillemets de négociation qui va un petit peu amputer votre timing. Donc déjà, prévoir plus de temps, réorganiser un peu le temps de départ, etc., pour que ce ne soit pas dans la précipitation. Plus on presse l'enfant, plus nous, en tant qu'adultes, on va être stressés,
vite, il faut qu'on parte, vite, mets ton manteau, tes chaussures et on n'a pas le temps de discuter, tout le monde est sous pression et c'est là souvent que ça déborde. Donc déjà, premier conseil, revoyez votre organisation et le temps que vous pouvez allouer à ce départ. Autre réponse possible, quelle est la nécessité pour la sécurité de l'enfant que de mettre des sandales versus des bottes, par exemple, s'il pleut. Si c'est quelque chose pour vous qui n'a pas d'impact majeur et au final, vous en fichez un petit peu, pourquoi pas? Bon, il a le droit de sortir avec des sandales si le parent est OK et si ça n'a pas d'impact sur sa santé, pourquoi pas? Et sinon, on peut aussi proposer ce qu'on appellerait des faux choix, c'est-à-dire la possibilité de choisir sans vraiment choisir. OK, il y a 2 manteaux. Est-ce que tu préfères mettre celui-ci ou est-ce que tu préfères mettre celui-ci? Est-ce que tu préfères mettre les bottes de pluie avec les petites souris ou les bottes de pluie avec, je ne sais pas, une licorne dessus? Voilà. Et là, du coup, l'enfant, comme il est acteur dans la décision et un peu dans le processus, normalement, il est plus investi et donc plus coopérant. Ça ne marche pas à tous les coups, mais en tout cas, c'est une possibilité et ça fonctionne quand même relativement bien. Bon, donc tu nous donnes déjà 2 pistes. Alors, il faut qu'on se réorganise pour prendre plus de temps pour faire face à ces crises. Et puis, le deuxième point, on guide l'enfant dans ses choix pour qu'il ait le sentiment vraiment d'être acteur et pour désamorcer sa frustration. Bon. Là, j'allais dire presque c'est le cas facile. On est à la maison. Maintenant, si c'est la même chose dans un lieu public ou chez des amis, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, on peut être mal à l'aise quand même, quand son enfant se met à hurler dans un supermarché. Oui, alors, le passage supermarché, au final, déjà, rassurez-vous, je pense que tous les parents l'ont vécu ou le vivront une fois dans leur vie. C'est normal. Donc déjà, de savoir qu'on n'est pas tout seul dans la situation, à nouveau, c'est quand même rassurant parce qu'on n'est pas des ovnis qui ne savons pas élever nos enfants. Simplement, c'est un passage normal. Oui, c'est toujours difficile de sentir le regard et le jugement éventuel d'autres personnes autour. Donc déjà, c'est vrai que c'est une situation qui n'est pas facile à gérer pour le parent, mais sachez que ça n'est pas non plus facile à gérer pour l'enfant. D'accord? C'est facile pour personne. Là, il y a à nouveau plusieurs réponses possibles. La première, ce serait dans le monde le plus parfait, le plus idéal, ce serait de parvenir à réagir comme on le ferait sans regard extérieur, c'est-à-dire sans se sentir jugé. Donc, c'est vrai un parent qui va discuter avec son enfant alors qu'il est en crise, essayer de le consoler, etc., peut avoir le regard extérieur de « Oh là là, ce parent n'a pas d'autorité, mettez-lui une bonne fessée ». Enfin, c'est des choses qu'on entend encore. Alors que vous, dans votre foyer, vous êtes plutôt rassurant, à essayer de comprendre la situation, etc. Si vous arrivez à faire ça en public, c'est merveilleux. Déjà, c'est que vous avez beaucoup de ressources et que vous arrivez à vous créer en fait votre bulle. Et ça, ce serait la meilleure réaction à avoir. Continuer à être bienveillant, rassurant et à juste contrôler la sécurité de l'enfant et des personnes autour. Maintenant, ça, c'est pas toujours facile de s'isoler physiquement ou de se créer une bulle avec l'enfant, c'est pas toujours évident. Si vous ne vous sentez pas les armes de gérer une situation comme celle-ci, vous pouvez éventuellement l'éviter. C'est vrai que emmener un enfant dans un supermarché, un enfant de 2 ans, on sait que potentiellement ça va être compliqué parce que cet enfant, sur le plan du développement cérébral, il n'est pas en capacité de raisonner. Il est un peu dans l'immédiateté. Waouh, je vois ce super petit pot pour faire des bulles, je le veux. Mais il n'y a pas du coup de nuance. Il n'y a pas de, effectivement, est-ce que j'ai fait mon budget? Est-ce que je peux acheter ça? Est-ce que papa et maman avaient prévu d'acheter ça, etc. Il n'est pas du tout en capacité de faire ce raisonnement-là. Donc, si vous lui dites non, mon Dieu, frustration intense, son cerveau se met en ébullition et il ne peut pas réagir autrement que de façon très intense. Donc, si vous n'êtes pas en capacité de gérer ça, essayez d'éviter cette situation et pourquoi pas faire garder l'enfant le temps que vous alliez faire vos courses. Comme ça, vous évitez une situation qui vous met mal à l'aise et qui est compliquée pour tout le monde. Alors, c'est vrai que c'est des situations qui peuvent être très stressantes pour les parents et les enfants. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu préconises, mais je discutais avec Magali Sanchez, qui est infirmière puère ici chez nous à l'Institut de la parentalité de Bordeaux-Florac. Et elle me disait que dans ces cas précis,
peut-être proposer à l'enfant de prendre une photo de l'objet qui lui fait envie et que, en fait, eh bien, finalement, ce n'était pas tant l'objet qu'il voulait, mais c'était, voilà, avoir, il a cette photo et ça peut lui suffire. Alors, je ne dis pas que c'est des recettes miracles, mais peut-être que ça peut être aussi un ersatz. Il y a, complètement, hein, ça peut être satisfaisant pour l'enfant. En fait, dès lors qu'on va aussi légitimer son émotion, son ressenti, déjà, ça apaise aussi. C'est-à-dire que si l'enfant pointe du doigt simplement l'objet et que vous lui dites d'emblée, ah non, hein, on n'achète rien, on l'avait dit, etc., l'enfant, lui, ça active c'est un peu son petit cerveau là où il se dit, ouh là là, c'est une agression, je ne sais pas trop pourquoi la réaction est si vive. Alors que déjà, rien que de vous mettre à sa hauteur en disant, oh, c'est vrai que ce jouet, il est vraiment hyper beau, il est super chouette. Moi aussi, je le trouve vraiment très joli. Tu as vu, il y en a d'autres. Voilà, tu te rappelles, toi, tu as tel jouet à la maison, qu'est-ce qu'il est beau aussi, qu'est-ce que tu l'aimes, etc. Bon, bah super, peut-être qu'on le reverra une prochaine fois en passant, on peut lui dire au revoir. Voilà, déjà de légitimer le ressenti de l'enfant et pas de juste essayer de l'éteindre parce qu'on sent que la crise peut arriver. Déjà, ça, c'est très apaisant pour l'enfant parce que vous le sécurisez, vous reconnaissez ses émotions. Ça, c'est aussi une possibilité de réaction de la part du parent pour abaisser le niveau de crise potentielle. C'est possible aussi. Et puis, il y avait une autre possibilité aussi, plutôt que d'éviter toutes les situations, parce qu'évidemment, un enfant qui n'est confronté à aucune situation, il n'est pas en capacité d'apprendre à les gérer. Oui, c'est ça. Et puis, est-ce que c'est toujours possible, en fait? En plus, effectivement, ce n'est pas toujours possible d'éviter des situations qui peuvent être potentiellement déclencheurs de crise. Ça, c'est une évidence. Moi, ce que j'aime bien conseiller, c'est d'anticiper. C'est-à-dire, vous savez que vous allez aller, on prend l'exemple du supermarché, hein, parce que c'est le truc qui est un peu le plus flagrant et que je crois que tout le monde a plus ou moins vécu. Donc, vous savez que vous allez aller au supermarché. Vous ne pouvez pas faire garder votre enfant. De toute façon, il n'y a pas le choix, il faut y aller ensemble. Très bien. Eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est expliquer à l'enfant ce qui va se passer. On est vraiment dans quelque chose qui va être prévisible, qui va être cohérent et qui va être stable. Vous proposez une ligne de conduite que vous allez garder tout au long de la situation. Donc, vous lui expliquez que vous y allez parce que vous avez absolument besoin d'aller chercher du lait, des céréales et des compotes, par exemple. Ben, vous lui expliquez ça. On va au supermarché, on va chercher ça, ça, ça. Est-ce que tu veux bien m'aider à trouver ces choses-là? Est-ce que dans le rayon, tu vas être le premier à trouver la bouteille de lait qu'on a l'habitude d'acheter? Est-ce que tu la reconnais? Est-ce que c'est toi le plus rapide? Et lui donner des petites missions comme ça qui vont un peu focus son attention sur le lien avec vous et sur l'échange que vous pouvez avoir, plus que sur l'objet en lui-même. Et en préparant ça à l'avance, même si l'enfant, on est d'accord qu'il n'est pas à 2 ans en capacité de se saisir de toutes les nuances, le fait d'avoir anticipé et d'avoir donné le cadre à la situation qui va venir, eh bien déjà, vous abaissez son niveau de stress parce que c'est un enfant qui ne va pas se retrouver dans une situation tout à fait inattendue et qu'il n'avait pas prévue. Donc, quand vous êtes confronté à des situations que vous allez être obligé de vivre, essayez d'anticiper le mieux possible, de rendre la chose la plus ludique possible, parce que l'enfant, son objectif de vie, c'est de jouer et d'apprendre. Donc, plus vous le missionnez, plus il va être hyper participant et joyeux de faire l'activité. Oui, puis je note qu'il sera encore acteur, et donc ça rejoint ce que tu disais au tout début. Bon, alors là, j'entends, hein, tu nous donnes plein de trucs et astuces qui nécessitent quand même que nous, on soit organisés, qu'on soit plutôt serein. Bon, alors, et je vais te poser la question qui fâche. Pauline, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis mortifiée si jamais j'ai crié sur mon enfant parce que c'était insupportable? Je n'avais pas les ressources à ce moment-là. J'avais eu un coup de téléphone qui était une mauvaise nouvelle. Donc moi, je suis vraiment très, très, très énervée. Et cet enfant, en plus, qui m'agace en me demandant le jouet que je ne veux pas parce qu'il y en a 5 comme ça à la maison, mais de couleurs différentes, je lui crie dessus. Qu'est-ce que je fais après ça? Une fois que je vais crier dessus. Oui, alors déjà, sachez que nous sommes tous humains, nous ne sommes pas des robots, nous avons des sentiments. Donc, il y a des jours où on est disponible, il y a des jours où on ne l'est pas. Il faut quand même se détendre un petit peu sur les impacts possibles de nos réactions. Certes, notre objectif en tant que parent, c'est de sécuriser notre enfant. Mais on a des émotions qu'on ne sait pas toujours gérer. Je fais un petit aparté, si nous, en tant qu'adultes, on ne sait pas gérer, on ne peut pas non plus s'attendre à ce que nos enfants moins matures puissent le faire. Et donc, on a le droit de ne pas avoir la réaction ajustée à ce moment-là.
ça ne va pas léser le cerveau de notre enfant, d'accord? Ce n'est pas parce qu'on va crier une fois, deux fois, que ça arrive de façon ponctuelle, que l'on va créer une cassure dans le développement cérébral et émotionnel de notre enfant. Par contre, si ce sont des choses qui sont répétées, qui sont quotidiennes et qui sont vraiment ancrées dans le fonctionnement, là, ce n'est pas tout à fait la même chose. Là, il peut y avoir des effets très délétères sur le développement de l'enfant parce que ça crée un stress important qui, physiologiquement, abîme le cerveau. En tout cas, l'empêche de se développer de façon normale, entre guillemets. Par contre, qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a crié parce qu'on a été débordé? Eh bien, on s'excuse. On s'excuse parce qu'on répare en fait l'affront qu'on a pu faire à l'enfant, en tout cas le fait d'avoir pu le blesser en ayant une réaction très vive. Moi, ce que je trouve très important, c'est de montrer à l'enfant aussi que nous, on n'est pas parfait en tant que parents, qu'on n'est pas toujours capable de gérer non plus nos émotions et que c'est OK. C'est OK de ne pas être toujours dans la régulation émotionnelle. Donc, si je m'excuse en disant bah, c'est vrai que là, j'étais très énervée, j'étais pas du tout disponible. C'est des mots qu'on peut utiliser avec un enfant de 2 ans. Hein. Il est tout à fait en capacité de se saisir de ça, de saisir l'intention que vous mettez derrière. J'étais pas du tout dispo, ça m'a beaucoup énervé le comportement, en tout cas la situation m'a mis vraiment très mal. Je suis désolée d'avoir crié, je n'aurais pas dû crier. C'est vrai que c'est pas une solution, je n'aurais pas dû crier, mais je n'ai pas pu faire autrement à ce moment-là. Est-ce que tu as eu peur? Est-ce que ça t'a rendu triste? Et là, on verbalise les émotions. Plus on met des mots sur les émotions de l'enfant, mais aussi du parent, plus l'enfant il va réussir à faire des parallèles sur « Ah oui, là, j'ai vu comment ça s'est manifesté. C'est donc ça, la colère. » Et intérioriser au fur et à mesure ce qu'est la colère au fur et à mesure des apprentissages. Donc, on peut déborder. On peut, sans violence toutefois, évidemment. Hein, ça, c'est toujours quelque chose qui est interdit et qui n'a aucun effet positif, mais que des effets négatifs. Ni violence verbale, ni physique. On peut se dire « Ok, là, je n'ai pas eu la réaction que j'aurais voulu avoir, qui était la plus adaptée. Je suis désolée, je m'excuse, je répare. » C'est la meilleure des choses à faire parce qu'on apprend aussi à l'enfant à s'ajuster, à savoir que tout n'est pas gérable et on est OK avec ça. Et on est OK avec soi, on a le droit d'être indulgent avec nous-mêmes en tant que parents aussi. Oui, je crois que tu as raison de le repréciser parce que souvent, en tant que parent, on se met beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression. Et c'est bien aussi de… Voilà, effectivement, tu as raison. Hein. Si on déborde à un moment donné, on répare. Et c'est vrai qu'on va attendre aussi de nos enfants que, voilà, pareil, hein, ils réparent s'il y a quelque chose qui dysfonctionne. On peut entendre aussi, tant que je suis sur les choses qui activent un petit peu les parents, on peut entendre quelquefois « Ah, mais je ne comprends pas pourquoi tu dis que ton enfant est insupportable. » Ça peut être des papis et mamies qui gardent les enfants le mercredi ou ponctuellement. Avec nous, il est adorable. Alors, ça peut nous énerver un petit peu en tant que parents, se dire « Moi, mon enfant, il est insupportable avec moi et puis avec papy, mamie, ça se passe très bien. » Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Déjà, c'est super. Enfin, comme ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est super. Ça veut dire que votre enfant, il a des capacités d'adaptation qui sont extraordinaires. Ça veut dire que votre enfant, il est capable de comprendre que dans des situations sociales particulières, c'est mieux pour lui de se comporter de façon adaptée pour que la situation se passe bien. Donc déjà, ça veut dire que vous lui avez apporté suffisamment de notions et de confiance en lui pour qu'il sache faire ça. Donc déjà, bravo, parce que c'est vraiment super. Un enfant qui déborde dans d'autres situations, c'est plus compliqué à gérer. Donc déjà, bravo, ça veut dire aussi que vous pouvez, sans culpabilité aucune, faire garder votre enfant vers ces personnes-là, puisque ça se passe bien. Donc déjà, ça vous libère du temps et vous pouvez souffler. Non, ce qui est important d'avoir en tête surtout, c'est que l'enfant qui déborde à la maison avec sa figure d'attachement principale, avec ses parents, avec la personne qui lui donne les soins, c'est normal en fait. Vous êtes un peu sa soupape, vous êtes son référent avec qui il peut être lui-même, avec qui il peut justement laisser s'exprimer des choses qu'il ne se permet pas d'exprimer dans d'autres situations. C'est une marque de confiance infinie que d'avoir cette balance entre le comportement à la maison et le comportement en dehors de la maison. Donc, ça paraît très énervant et très frustrant pour le parent, mais en fait, prenez-le comme une marque de confiance et vraiment un cadeau que l'enfant vous fait parce que vous l'aimez suffisamment, vous le sécurisez suffisamment pour qu'il se permette d'exprimer et d'expérimenter ses émotions quand il est dans un endroit sécuritaire parce que vous êtes là.
Donc, vraiment, pas d'inquiétude, ça n'est pas contre vous, ça n'est pas un manque éducatif, ça n'est pas que vous êtes des parents qui ne savaient pas poser un cadre, juste vous êtes la figure d'attachement, vous êtes la personne en qui il a toute confiance, vous l'aimerez qu'il crie ou qu'il rit. Donc, c'est vraiment quelque chose de positif. Bon, donc ça, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui vont pouvoir souffler et dire un grand ouf de soulagement en se disant, bon, en fait, tout va bien. Et alors, moi, je pense aux autres parents, ceux qui ont des enfants qui, autour de 2 ans, eh bien, ne font pas, n'ont pas de débordement comme ça, émotionnel. Est-ce que tout va bien? Est-ce que le parent s'inquiète, celui-ci? Alors, j'ai plutôt envie de vous dire de profiter. Hein, si vous arrivez à échapper cette phase, vraiment profitez-en. Ce n'est pas parce que ce n'est pas explosif et que ça n'est pas dans l'opposition permanente qu'il n'y a pas de changement. Vous allez quand même voir votre enfant évoluer et voir qu'il commence à faire des choix, à demander à être plus autonome, à vouloir faire seul, sans que ce soit conflictuel. Mais c'est possible, c'est tout à fait possible. Et ça, ce n'est pas signe de pathologie. Si autour de ça, l'enfant continue d'explorer, il apprend de nouvelles choses, il va au-devant des autres, il s'amuse avec les autres, il arrive à se détacher de vous pour aller explorer de nouvelles choses, il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir. Après, c'est vrai que nous, les professionnels de santé, on n'aime pas trop les enfants trop sages parce que justement, ça nous questionne aussi sur est-ce que c'est un enfant qui a la possibilité d'exprimer ses émotions? Est-ce qu'on n'est pas dans un cadre qui est trop répressif et qui ne lui permettrait pas de le faire? Et donc, c'est pour ça que cet enfant ne ferait pas de terrible tout, entre guillemets. Mais de façon globale, ça n'est pas pathologique que de ne pas exploser au milieu du supermarché. Donc, certains peuvent avoir la chance d'avoir des enfants qui jouent bien avec leurs copains, jouent seuls et ce n'est pas un sujet. Bon, ça déjà, c'est plutôt chouette. Si je voulais refaire un point avec toi, parce qu'on parle, j'allais dire, du parent et de l'enfant, mais on n'est pas venu sur le couple parental, parce que quand quelquefois comme ça, l'enfant peut mettre à mal un petit peu le parent, il peut y avoir une opposition sur les modèles éducatifs entre les parents. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait trop de dissonance quand même entre ces parents. Oui. Oui, complètement. Ça, c'est la grosse question du cadre et des règles de la maison, en fait. Déjà, vous avez quand même vécu le chamboulement de l'arrivée de l'enfant dans le foyer. Ça redistribue toutes les cartes. Tout le monde a besoin de prendre du temps pour se positionner dans la famille, de savoir quel est son rôle et de savoir comment on interagit tous ensemble. Déjà, si vous avez survécu à ça et vous avez réussi à trouver votre place. Bon, malheureusement, les 2 ans arrivent à ce moment-là, à peu près. Donc, ça rechamboule tout. Donc, bien sûr que ça peut mettre à mal le couple, ça c'est une évidence, mais vous avez déjà pallié à ces changements qui étaient perturbants pour tout le monde. Donc, vous avez tout à fait les ressources pour gérer cette nouvelle étape. J'ai toute confiance en ça, il n'y a pas de souci. Il faut aussi être un peu détendu sur la question, c'est-à-dire qu'on a le droit d'avoir des différences entre papa et maman, en tout cas entre les coparents. Il n'y a aucun problème avec ça. Ce qui est important, c'est qu'il y ait, comme on le disait tout à l'heure, quand même un cadre qui est prévisible, cohérent et stable pour l'enfant. C'est-à-dire que plus l'enfant sait dans quel cadre il évolue, plus il va être sécurisé et moins il va avoir recours à des expressions un petit peu explosives de ses émotions. Donc, ce qui serait à conseiller, c'est hors temps avec l'enfant, de se retrouver en tant que parent et de se dire, OK, moi, quelles sont mes règles? Quels sont mes besoins en tant que parent de règles à respecter? OK, l'autre parent a également ses règles et on se met d'accord sur quelques règles, 5, 6, pas trop, qui ne sont pas discutables, quasiment jamais, d'accord? À côté de ça, on a le droit d'avoir des règles qui sont modulables. On a le droit d'avoir, papa, il est OK pour que quand je rentre de la crèche, j'ai un petit chocolat. Bon, maman, c'est jamais. C'est pas grave parce qu'on a cette stabilité de maman, c'est jamais, papa, c'est parfois OK. Et c'est pas grave, on a le droit d'avoir aussi des différences. L'idée ultime aussi, ce serait de ne pas intervenir lorsqu'on a l'impression lorsqu'on estime que l'autre parent a une réponse que l'on juge, nous, pas adaptée. Tant que ça ne met pas en danger la sécurité physique et émotionnelle de l'enfant, l'idée, ce serait quand même de pouvoir débriefer ça après pour que justement, on puisse aussi se repositionner chacun et accepter que parfois, on a des failles et que là, on s'est énervé trop fort et que ça n'avait pas lieu d'être. OK, on en discute après. Donc, j'aurais tendance à dire vraiment,
Le couple parental, plus évidemment il va être soudé, plus tout le monde va se trouver confortable dans la situation, mais on n'est pas obligé d'être raccord sur tout, sur 100% des règles, parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de pouvoir de temps en temps transgresser ces règles, sinon elles n'ont pas lieu d'être. Donc, on peut aussi se détendre et ne pas aller non plus dans un cadre trop restrictif, avec trop de règles, parce que de toute façon, elles n'auront plus d'impact derrière. Pauline, alors on parle de se mettre d'accord sur des règles éducatives. La punition, bonne ou mauvaise idée? Très mauvaise idée. Alors, au moins, c'est clair. Voilà, alors, si tu peux nous voilà. donner un peu plus de détails. On va aller un peu plus loin, mais d'emblée, effectivement, mauvaise idée. On est une génération où on a un peu tous connu plus ou moins la punition, donc c'est quelque chose qui est assez ancré dans notre façon de percevoir l'éducation. Mais maintenant, on a fait beaucoup de progrès dans la recherche, en neurosciences notamment, et on sait que la punition, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien pour plusieurs raisons. La première, c'est que, comme on le disait tout à l'heure, le cerveau de l'enfant, à 2 ans notamment, il est très immature. Donc, de toute façon, il n'est pas en capacité de se saisir de la conséquence, c'est-à-dire que la punition, c'est la conséquence d'une action, d'accord? Mais pour qu'il y ait un réel bénéfice de cette punition éventuelle, il faudrait qu'elle intervienne dans l'immédiateté, vraiment une seconde après que l'action ait eu lieu. Or, le temps de l'observer, de dire non, de revenir vers l'enfant, on n'est plus dans le timing. Donc déjà, sur le plan physiologique, ça n'ancre rien en termes de valeur éducative et du fait de ne pas refaire l'action. Dans un deuxième temps, sur le plan émotionnel, la punition, c'est négatif, ça génère un stress. L'enfant ne comprenant pas, pour les raisons qu'on vient d'évoquer, ça génère un stress parce que l'enfant ne comprend pas pourquoi il y a cette conséquence. Pour vous imaginer la chose, imaginons, l'enfant jette la cuillère pendant le repas. Si on lui dit non, c'est interdit, tu vas t'asseoir tout seul sur une chaise ou tu vas dans ta chambre tout seul, quel est le lien logique entre le fait de jeter quelque chose et d'être tout seul après? Il n'y a pas de lien en fait logique. Donc, la conséquence de son action n'a pas de cohérence avec son action de base. Donc, le cerveau ne peut pas faire un lien qu'il va pouvoir répéter. Il ne va pas pouvoir comprendre en fait la punition. La punition, elle a un effet immédiat, c'est-à-dire on arrête l'action. Par contre, elle n'a aucune valeur éducative à long terme, c'est-à-dire que l'enfant n'enregistre pas mieux. Au contraire, plus on va renforcer une action en la pointant du doigt de façon négative, notre cerveau est fait d'une telle façon qu'il a plutôt tendance à enregistrer la négation, les choses négatives que positives. Donc, plus on va pointer du doigt quelque chose de négatif, plus le cerveau va le refaire, et donc on va avoir plus de comportements comme ça. C'est un peu contre-intuitif, mais en fait, on renforce l'action de l'enfant que l'on considère négative. Donc, de fait, l'enfant, il ne va pas du tout comprendre ce que c'est, quelle est l'utilité de la punition. Il va juste dire, OK, là, j'arrête tout de suite, mais il va le refaire. Donc, pire encore, ça le met vraiment dans une situation émotionnelle qui est très compliquée et qu'il ne sait pas gérer et qui n'a en plus pas de bénéfice physique. Ça crée un stress physiologique, vraiment, qui n'est pas gérable pour l'enfant. Donc, les recherches, elles sont claires. La punition n'a pas d'effet bénéfique, n'a pas d'effet ni à moyen terme ni à long terme. Du coup, quel est l'intérêt de punir? Alors, quel est l'intérêt? Mais surtout, j'ai envie de te dire, OK, maintenant qu'on sait ça, Pauline, donne-nous des clés. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que si notre enfant jette cette cuillère, il faut qu'il mange. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, j'aimerais que tu nous parles de ça. Et puis, si notre enfant, il a tendance à mordre son petit frère, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Si on part du principe évoqué juste avant de quand on renforce quand on pointe du doigt un comportement, on le renforce, on peut tout à fait transposer ça à un renforcement qu'on appelle positif, c'est-à-dire enrichir, valoriser les comportements attendus. Et ça pour le coup, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les recherches scientifiques qui expliquent que plus on va renforcer un comportement, plus on va être amené à le revoir. Donc, vous, si vous voulez voir un enfant qui fait des caresses plutôt que de mordre, renforcez le moment où l'enfant fait des caresses. Dites-lui, c'est bien, faites-en des tonnes. Un enfant, il adore qu'on le félicite, qu'on le valorise, etc. Et il y a une valeur émotionnelle tellement importante que ça renforce d'autant plus votre réponse. Donc, si on prend l'exemple de la cuillère, l'enfant qui jette, plus vous allez lui dire non, plus il va le refaire. Donc, plus vous allez ignorer le comportement, le fait de jeter la cuillère, plus petit à petit le comportement va s'éteindre parce qu'il ne sera pas renforcé. Donc,
attention, on ignore le comportement, on n'ignore pas l'enfant. C'est pas Oui, tout à bien fait la sûr. donc, on ignore juste le comportement et ça va s'éteindre petit à petit. Ça, c'est physique, c'est physiologique, c'est pas enrichi, donc ça s'éteint. Donc, vous allez plutôt valoriser le moment où l'enfant, comme vous avez ignoré son comportement, il va se dire, bon, ça n'a pas d'effet, qu'est-ce que je pourrais faire pour attirer l'attention de mon parent? Je vais peut-être ramasser ma cuillère et la reposer sur la table. Et là, merveille, trop bien, c'est super, je suis hyper fière de toi, tu as posé la cuillère, en plus tu l'as bien posée. Voilà, on renforce, on renforce, on renforce. Et du coup, statistiquement, les comportements positifs vont prendre le pas sur les comportements négatifs. Et ça, c'est valable dans toutes les situations. L'enfant qui mord, à nouveau, c'est un passage qui est assez fréquent, d'accord? De taper, de mordre, de jeter, c'est des expérimentations, c'est des façons d'exprimer ses émotions. Donc, on reste dans le fait que c'est normal. C'est pas OK, mais c'est normal. D'accord? Notre enfant n'est pas un enfant tyran, monstrueux parce qu'il mord. Qu'est-ce qu'on aimerait que l'enfant fasse plutôt que de mordre son frère? Eh bien, de lui faire une caresse. Par exemple, on se dit, les mains, c'est fait pour caresser. Donc, on va renforcer à chaque fois que l'enfant va caresser plutôt que de mordre. Si l'enfant ou tape, vous savez, il y a des enfants, c'est juste sans période de crise, ils vont arriver très doux comme ils peuvent l'être, mettre une grande baffe au grand frère. Plutôt que de crier non, c'est interdit, ne fais pas ça, etc. Là, vous renforcez le comportement. Vous avez porté grande attention à ce comportement. Donc, vous pouvez arriver de façon plus posée en expliquant c'est interdit, parce que par contre, il faut répéter les règles, ça c'est important. C'est interdit. Est-ce que tu fais plutôt des caresses? On va essayer de mettre l'accent sur la chose qui est attendue plutôt que sur la chose qui n'est pas attendue. Un enfant à qui vous dites ne fais pas ça, vous ne lui donnez pas l'information de ok, mais qu'est-ce que je fais? Il ne sait pas. Ouais. On lui dit juste on ne fait pas ça. Donc, plus vous allez amener le comportement attendu, plus vous allez le renforcer et plus vous allez être amené à le revoir et à ce que l'enfant se l'approprie de façon plus fluide et plus constante. Ok, donc tu proposes autre chose, un autre comportement que tu vas renforcer par le fait de le féliciter, etc. Donc tu viens vraiment sur le positif. Ouais. Ok. Maintenant, j'entends ce que tu dis, mais si mon enfant, lorsque je viens pour essayer de le rassurer, je viens essayer de l'étreindre physiquement et qu'il tape, me rejette, qu'est-ce que je fais? Parce que finalement, moi, j'ai voulu, je me suis dit, je suis son parent, il a peut-être besoin d'être rassuré. Qu'est-ce que je fais s'il a ce comportement-là? Ça, c'est la difficulté de gérer les crises, parce que ce qu'on a évoqué juste avant, c'est des choses qu'on arrive à aborder en situation de non-débordement. L'enfant est encore là, entre guillemets, qui n'est pas parti dans d'autres galaxies émotionnelles. Là, effectivement, les crises, c'est un autre moment. L'enfant est toujours, à 2 ans, mais même jusque tardivement, il n'est pas en capacité de réguler ses émotions. C'est-à-dire qu'on a une partie du cerveau qui s'appelle le lobe frontal, qui est ici, qui est la partie qui se développe le plus tardivement. Jusqu'à 25 ans, cette partie du cerveau, elle est immature. Sauf que comme en fait exprès, c'est la partie qui nous permet de raisonner et de se réguler. Donc, on ne peut pas attendre d'un enfant de 2 ans qu'il soit en capacité de se réguler seul. À partir de là, on peut aussi comprendre que quand il est débordé sur le plan émotionnel, il a des actions, il a des comportements qui ne sont pas contrôlés. Donc, ces mouvements violents de taper éventuellement alors qu'on essaye de le rassurer, c'est totalement involontaire, c'est tout à fait détaché d'une forme d'agressivité, c'est-à-dire que le but n'est pas de faire mal. D'accord? C'est juste de faire sortir quelque chose qui physiquement est présent. Une émotion, on la vit physiquement. On a des manifestations physiques. Donc lui, il a besoin de l'exprimer. Il y en a qui crient, il y en a qui tapent, il y en a qui font les deux en même temps. Il y en a qui, au contraire, vont aller se réfugier dans un coin un peu tout seul. En fait, vous n'êtes pas obligé d'être dans la proximité physique. D'accord? Si l'enfant vous tape parce que vous essayez de le câliner, par exemple. Oui. Là, il vous fait comprendre qu'il n'est pas OK pour que vous le preniez dans les bras et que ce n'est pas ce dont il a besoin. Donc, très bien. Si ce qu'il a besoin, c'est de pouvoir faire des gestes tout seul sans être étreint, câliné et contenu, votre rôle, c'est juste de vous rendre disponible. Donc, vous vous mettez à l'écart, enfin, vous restez dans la même pièce que lui, il faut lui assurer de votre présence, il faut que vous soyez disponible en fait, physiquement et rapidement, en lui disant « Ok, tu n'as pas besoin, tu ne veux pas que je te touche, je me mets là, je suis disponible si tu as besoin d'un câlin, si tu as besoin d'un bisou, si tu as besoin juste d'une caresse, n'hésite pas à venir me voir, je suis là, je suis disponible. » Ça suffit, vous expérimentez, vous allez voir, c'est vraiment miracle. Un enfant qui vous tape parce que vous ne voulez pas, parce qu'il ne veut pas que vous le câliniez, rien que le fait de vous mettre en retrait, d'accepter et de dire je suis disponible, souvent dans la minute, hop, il vient vous faire un câlin de lui-même.
Donc ça, c'est vraiment en réaction. Et puis l'enfant qui tape parce qu'il vient vous chercher, parce qu'il est agressif, alors que vous essayez de quitter la situation, peut-être que là, il vous dit justement, j'ai besoin de contact, j'ai besoin que tu sois là pour me rassurer. Si toi, tu t'en vas, moi, je vais venir chercher le contact. Donc là, à ce moment-là, peut-être proposez-lui ce contact physique, peut-être que c'est ça dont il a besoin. Tout en, évidemment, en essayant de protéger tout le monde, donc la sécurité du parent. Le but, ce n'est pas d'avoir des bleus à chaque crise, et de protéger l'enfant, parce qu'on sait que l'enfant aussi peut se faire mal, du coup, puisqu'il est agité. Donc, il faut vraiment avoir cette notion que ça n'est pas dirigé contre vous, c'est une expression de l'émotion, c'est un passage plutôt normal, qu'on rappelle les règles. C'est toujours interdit de mordre, de taper, de faire mal, mais j'entends qu'à ce moment-là, en pleine crise, tu n'es pas en capacité de réguler ce comportement. Je te rappelle quand même que c'est interdit. On a le droit on est stable dans nos règles. Hein. C'est toujours interdit. Donc, je pars les coups. Par contre, j'entends que là, tu as besoin que je t'aide, moi, à redescendre pour que justement, tu n'aies plus ces comportements inadaptés. Voilà un petit peu comment on peut réagir. Il y a 1000 façons, d'accord, de réagir à ces situations de crise, mais la disponibilité du parent, le fait d'être empathique et d'être bienveillant sur le fait qu'un enfant qui voulait mettre ses chaussettes roses, à qui vous mettez ses chaussettes bleues, pour lui, c'est comme si vous veniez de vous faire voler votre téléphone tout neuf qui vous a coûté 1 000 €, d'accord ? Il n'y a pas du tout de nuance dans l'intensité de l'émotion. Donc, forcément, vous ne pouvez pas attendre de comprendre ce qui a pu le mettre dans un état aussi dingue. Donc, vous pouvez essayer d'être bienveillant, de retirer votre vision d'adulte et de vous mettre à la place de l'enfant qui vit un truc, mais complètement débordant. Il ne sait pas le gérer. Et vous, en tant qu'adulte, votre rôle, c'est de faire le lobe frontal. Vous êtes le lobe frontal de votre enfant et de réguler, de lui apprendre à réguler cette émotion par votre présence, par votre réassurance, par votre bienveillance. Voilà, mais à nouveau, il y a plein de choses possibles à faire. Mais déjà, la bienveillance et la disponibilité du parent, je dirais que ce sont les maîtres mots. Bon, bah, écoute, merci Pauline. Le temps file, et tu nous as dit déjà beaucoup, beaucoup de choses. Donc, moi, ce que je retiens de cet échange, c'est une phase qui va, pour la plupart d'entre nous, en tant que parents et pour les enfants, va avoir lieu. Que ce n'est pas dirigé contre soi, hein, que c'est un débordement émotionnel parce que l'enfant n'est pas mature, que le mieux en tant que parent, c'est de pouvoir l'accompagner au mieux en pouvant recevoir ces émotions-là, les accueillir, être disponible, cohérent, prévisible et stable en tant que parent. Et puis voilà, le cadre, c'est nécessaire. Je crois que tu nous as dit plein de choses. Moi, ce que je vous propose, c'est que vous puissiez, donc vous qui nous suivez, retrouver tous les conseils de Pauline en replay dans la rubrique ressources pause parents de notre site internet www.institut-parentalité.fr. Je vous rappelle également que les équipes des experts donc, de Bordeaux, Floirac et de l'Institut dont Pauline fait partie de Lieu-Saint sont à votre écoute et vous pouvez, du coup, ils peuvent vous recevoir sur rendez-vous. Pour cela, il vous suffit d'appeler le numéro qui apparaît en bas de votre écran. Et puis, on n'en a pas parlé, mais on a aussi des programmes parents qui sont des programmes de psychoéducation et qui peuvent permettre à des parents d'avoir des réponses et de pouvoir aller un petit peu plus loin sur la compréhension du développement de leur enfant. Voilà, bah écoute, merci beaucoup Pauline pour le temps que tu nous as consacré. Merci à toi, Christelle. Très belle journée.